Il suffirait de 120 avions de chasse européens pour sécuriser l'espace aérien de la moitié de l'Ukraine, les grandes villes de Kiev, Odessa ou Lviv, et les 3 centrales nucléaires actuellement en exploitation en Ukraine. C'est un plan monté par des généraux, des personnalités politiques et des diplomates européens et qui est en cours d'étude par les dirigeants politiques et qui prévoit que ce dispositif pourrait être bien plus efficace que le déploiement de 10 000 soldats européens sur le sol ukrainien. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on décortique ce plan qui a été publié hier par le quotidien britannique The Guardian et ce qui me permet de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité qui reste toujours très chargé. Vous avez vu comme moi que Donald Trump s'est enthousiasmé hier, que beaucoup de progrès ont été accomplis dans le dossier ukrainien ces derniers jours. Il estime qu'il a reçu des signaux d'excuses suffisants de la part de Volodymyr Zelensky et on parle désormais d'une rencontre entre une délégation américaine et une délégation ukrainienne la semaine prochaine en Arabie Saoudite pour discuter des conditions d'un cessez-le-feu. Ça montre que les États-Unis et l'Ukraine sont en cours de rabibochage, que les Américains sont prêts à inclure les Ukrainiens dans ce dossier qui les concerne au premier chef, mais ça ne change évidemment rien des logiques profondes du dialogue direct entre les États-Unis et la Russie ou des déclarations méprisantes de l'administration Trump envers l'Ukraine. Keith Kellogg, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche auprès de l'Ukraine, qui est considéré comme un peu plus russo-sceptique que le reste de l'équipe, vient tout juste de considérer que si les livraisons de l'aide militaire et le partage de renseignements avaient été interrompus, c'était la faute des Ukrainiens. L'accord sur l'exploitation des ressources minérales en Ukraine, il n'est toujours pas signé puisque Donald Trump veut y inclure une mention selon laquelle l'Ukraine veut la paix, ce qui n'en finit pas de poser question et qui montre que quand on parle de paix, l'Ukraine et les États-Unis parlent de deux choses différentes. Et pendant ce temps, les livraisons d'aide militaire et le partage de renseignements, ils sont toujours interrompus et suspendus au bon vouloir de la Maison-Blanche, ce qui n'a pas pour effet principal de changer l'opinion de Volodymyr Zelensky et des Ukrainiens, mais ce qui a pour effet d'affaiblir considérablement l'Ukraine. Cette nuit, on a subi une attaque massive contre des infrastructures énergétiques dans plusieurs régions du pays. Il y a des dégâts conséquents et au moins 2 morts, et évidemment la suspension du partage de renseignements américains, eh bien ça n'a pas aidé la DCA ukrainienne à contrer cette attaque. Donc du côté américain, ça reste trouble et assez contradictoire, et tout peut bouger encore plusieurs fois, même si je suis persuadé que ça ne changera pas l'alignement idéologique de la Maison-Blanche sur les positions de la Russie. Et du côté européen, on a eu ce sommet sur la défense hier à Bruxelles, avec beaucoup de détails sur ce paquet de 800 milliards d'euros d'investissement dans la défense européenne et dans l'aide à l'Ukraine. La réaction européenne, elle est inédite, elle va évidemment faire bouger les lignes dans le long terme, et on voit que la France est très active sur ce sujet. Mais la question, c'est toujours, est-ce que c'est suffisant et est-ce que c'est suffisamment rapide? Dans ce contexte, hier, The Guardian a révélé un plan pour assurer la protection aérienne de la moitié occidentale de l'Ukraine. C'est le plan Sky Shield, donc bouclier du ciel. Il est en accès libre en PDF, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Il a été concocté, comme j'ai dit, par des anciens généraux, des diplomates et des décideurs politiques. Par exemple, les anciens commandants en chef des forces de l'OTAN en Europe, Philip Breedlove ou encore Richard Shirif. On voit aussi le nom de l'ancien président polonais Aleksander Kwaśniewski. Et du côté français, on trouve le général Vincent Desportes, mais aussi le député de l'Assemblée nationale Frédéric Petit. Parmi les personnes qui ont travaillé à ce plan, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus en service actif, mais qui continuent de peser dans la discussion collective sur la sécurité ukrainienne et européenne. Je mentionne ça pour préciser que ce n'est pas un plan officiel, c'est un plan concocté par des experts, mais ça vaut la peine qu'on s'y arrête puisqu'on voit que les contours d'une force de maintien de la paix ne sont pas encore bien définis et ce plan réglerait beaucoup des problèmes que l'Ukraine connaît actuellement tout en solutionnant beaucoup d'inquiétudes que l'on a vis-à-vis d'un éventuel déploiement d'une force de maintien de la paix. Et tout ça sans risquer d'affrontement avec la Russie, je vais y revenir. Donc dans les détails, on parle d'une flotte de 120 avions de chasse européens qui seraient déployés indépendamment de l'OTAN par une coalition de pays désireux d'assurer la sécurité aérienne des Ukrainiens. Ça permettrait de ne pas impliquer l'OTAN directement, mais de bénéficier de ses capacités de renseignement et de ses structures de commandement. La mission, elle patrouillerait la moitié ouest du ciel ukrainien jusqu'à Kiev et Odessa, et elle serait en mesure d'abattre les missiles de croisière et les drones qui visent de manière très régulière cette partie du ciel ukrainien. Donc ça permettrait de protéger plusieurs des grandes villes de l'Ukraine, Kiev, Odessa, Jitomir, Vinnytsia ou encore Lviv, et les 3 centrales nucléaires en cours d'exploitation en Ukraine,
donc Khmelnytsky, Rivne et Pivden-Ukrainsk. La quatrième centrale étant évidemment celle de Zaporizhia qui est sous contrôle russe. Alors comment est-ce que ça marcherait? Le projet prévoit le déploiement de 120 avions de combat modernes, donc des F-16, des Mirage 2000, des appareils Eurofighter et aussi des Gripen, les Suédois. Ces avions décolleraient de base européenne et non de base ukrainienne, et leur patrouille impliquerait évidemment une certaine logistique, donc le déploiement aussi d'avions d'alerte avancée et de contrôle aéroporté, mais aussi de drones de reconnaissance. Ce qui impliquerait le déploiement d'une logistique qui permettrait aux Européens d'étendre leurs opérations de patrouille qu'ils mènent déjà dans la Baltique et autour de la Roumanie, dans la région de la mer Noire. Sauf que là, ces missions de patrouille, elles auront des résultats concrets. 120 avions, à l'échelle européenne, ce n'est pas insurmontable, eh bien ça permettra de sauver des vies de civils ukrainiens, de protéger les grandes villes de l'ouest de l'Ukraine, et ça sera très bénéfique pour tout ce qui est reconstruction, développement économique, investissement, retour des réfugiés, et ça allègera évidemment la charge de l'armée ukrainienne et des unités de défense antiaérienne ukrainiennes qui pourront se concentrer sur la partie jaune de la carte. Les Ukrainiens bénéficieront aussi du partage de renseignements collectés par les avions européens, et il y aura aussi un partage de connaissances et de compétences vis-à-vis de la logistique qui sera nécessaire pour la maintenance et le ravitaillement de cette flotte. Évidemment, il ne s'agit pas d'une garantie de sécurité ultime. Les missiles balistiques, par exemple, il est très difficile de les intercepter. Et même les drones, il est très difficile de les intercepter quand ils volent en essaim par plusieurs dizaines. Et de plus, l'armée ukrainienne va devoir maintenir une présence au sol, notamment le long de la frontière avec le Bélarus, mais aussi de la démarcation avec la Transnistrie, et donc elle ne sera pas complètement déchargée. Il y a aussi la question de la délimitation de cette zone. Si jamais un missile vole vers la banlieue ouest de Kiev, on l'intercepte, mais si jamais il vole vers la banlieue est de Kiev, dans ce cas-là, on ne l'intercepte pas. Ça, c'est toujours difficile d'imaginer comment est-ce que ça va être arbitré, mais en tous les cas, ce projet affirme que le déploiement de cette petite flotte de 120 avions européens aura un impact militaire, politique et socio-économique bien plus important que le déploiement d'une force de quelques milliers d'hommes sur le sol ukrainien. D'abord, il coûtera moins cher, et ensuite il l'opérera selon une mission au contour bien défini, alors qu'une présence au sol, on ne sait pas encore quelles en seraient les règles d'engagement, et comment est-ce qu'un contingent français réagira au premier bombardement ou à une reprise des combats. Là, ce plan Sky Shield, il établit une zone tampon d'environ 200 km, donc entre la partie ouest et la partie contrôlée par la Russie, et donc 200 km entre les zones de déploiement des chasseurs européens et russes. Et ça limitera grandement les risques d'engagement. Pour ce qui est de chasseurs européens qui abattent du matériel russe, il faut voir que la Roumanie a récemment pris une décision, donc ça a été voté au Parlement, d'abattre des drones et des missiles russes qui survoleraient son territoire. Et donc on a déjà cet exemple d'un pays européen, membre de l'OTAN, qui est prêt à abattre des armes russes sur son territoire. Il faut voir aussi que dans la Baltique, en Syrie ou au Sahel, les échanges plus ou moins tendus que les forces européennes ont pu avoir avec les Russes n'ont jamais mené à une escalade particulièrement dramatique. Évidemment, la Russie considérera, elle, que c'est une escalade, et elle ne sera pas contente avec ce plan. Mais comme toutes les lignes rouges qui ont été transgressées ces dernières années, la Russie proteste, mais mis devant le fait accompli de la livraison de chars Léopard, de la livraison de F-16, de l'autorisation d'utiliser des missiles balistiques pour frapper le territoire russe, la Russie se contentera de protester, de menacer et de multiplier les provocations tactiques et les cyberattaques. Donc la perspective d'escalade, en plus s'il n'y a pas d'échange direct entre des chasseurs européens et des chasseurs russes, elle est minime. Et la Russie perdra cette possibilité de mener des attaques aériennes contre l'ouest du territoire ukrainien, y compris Kiev et Odessa, pour maintenir la pression sur le pays et pour mener une guerre d'attrition contre l'Ukraine. Et donc la question principale, ce n'est pas de savoir si la Russie va être contente ou non, évidemment qu'elle ne va pas être contente, c'est surtout de savoir si les Européens sont prêts à mettre en place un plan efficace et relativement intelligent pour sécuriser la moitié de l'espace aérien ukrainien. Et donc s'ils ont aussi la possibilité d'agir par eux-mêmes sans forcément obtenir l'aval de l'administration Trump. Les promoteurs du projet, et je suis assez d'accord avec eux, ils avancent que ça serait beaucoup plus efficace qu'une force de maintien de la paix. Puisque, encore une fois, on n'en connaît pas les règles d'engagement. Si jamais une force de maintien de la paix européenne riposte à un bombardement ou à une reprise des combats sur le terrain, alors là, c'est l'escalade. Et si jamais elle ne riposte pas, alors là, ce sont les fantômes des guerres d'ex-Yougoslavie qui ressurgissent. Ce n'est pas la première fois qu'on met en avant
officiellement un plan de défense de l'espace aérien ukrainien depuis 2022. Mais ce plan a été révélé par The Guardian alors que la configuration géopolitique a dramatiquement changé. Et c'est à travers la réponse à ce genre d'initiative qu'on va voir à quel point les Européens sont sérieux, au-delà du sommet de Bruxelles et de ce paquet d'aide de 800 milliards, pour assurer la sécurité de l'Ukraine, mais aussi et surtout pour lancer une vraie mission de défense européenne et de mettre en œuvre ce concept d'autonomie stratégique européenne. Et évidemment que pour mettre en œuvre ce genre de mission, il vaut mieux avoir le soutien et l'appui des États-Unis, mais on comprend tous, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, que ce n'est plus aussi évident qu'auparavant, et donc il faut se mettre à penser par soi-même et à penser out of the box. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.